Jusqu'à nos jours, les historiens semblaient ignorer l'importance capitale du relief des continents. Ils faisaient si bien abstraction de la terre, de ses forêts, de ses plateaux et de ses montagnes qu'on aurait pu croire les nations distribuées au hasard sur la surface du globe. Cependant, il y a tant de rapports intimes entre le mouvement des races et le relief du sol que la géographie physique est pour ainsi dire l'histoire de l'humanité rendue visible. Et que même avant de se réaliser, les migrations et les conquêtes sont déjà écrites dans la disposition des chaînes de montagnes et des bassins. Si jamais l'humanité venait à mourir, l'être intelligent qui, du haut de quelques planètes voisines, verrait notre globe rouler dans l'espace, vide, désert et sans vie comme un bloc de lave, pourrait retrouver dans ses contours l'histoire des peuples qui l'habitent aujourd'hui. « 22 octobre 1913. Trop tard. La douceur de la tristesse et de l'amour. Son sourire pour moi dans le canot, c'était vraiment le plus beau. N'avoir toujours que le désir de mourir et se maintenir encore. L'amour, c'est seulement cela. Observation d'hier. La situation qui me convient le mieux, écouter une conversation entre deux personnes qui discutent d'une affaire qui les concerne de près, alors que je n'y participe que de très loin, de façon totalement désintéressée. Le romantisme a souvent consacré le paysage comme le lieu même de l'activité poétique. Le poète serait ce marcheur solitaire qui contemple le frémissement de la nature, si abstrait des vicissitudes du monde, et se promène dans l'espace imaginaire de ses rêveries. Le paysage est alors l'objet d'un double mouvement. Il vient au-devant du promeneur et s'offre à sa contemplation, tandis que simultanément, l'intériorité du marcheur se projette sur lui. Selon les mots de Pierre Sanso, il n'existerait pas un paysage, mais une multitude de paysages en puissance autour d'un lieu et d'une déambulation. Par notre manière de nous laisser affecter ce jour-là, par notre disponibilité ou notre aimantation particulière, nous nous préparerions à l'élection de l'un de ces paysages. L'affection du promeneur double la dimension dénotative du paysage d'une composante connotative. Il disparaît alors en tant que toile de fond, en tant qu'espace décor, pour devenir un lieu affecté et habité.
Si les grands travaux géologiques de l'océan, tels que l'érosion des falaises, le rasement des promontoires, la construction de nouveaux rivages, surprennent l'esprit de l'homme par leur grandeur, d'un autre côté, les mille détails des plages et des grèves charment par leur grâce infinie et leur étonnante variété. Tous ces innombrables phénomènes, du grain de sable et de la goutte d'eau, sont produits par les mêmes causes qui déterminent les grandes révolutions du rivage. À la vue des lignes délicates que le flot mourant trace sur le bord, aussi bien qu'en présence des côtes sauvages que la houle ronge avec fureur, on se sent ramené, mais par des impressions diverses, à la contemplation des mêmes lois générales. Chaque vague accomplit sur sa petite portion du rivage une œuvre semblable à celle de la Grande Mer sur le pourtour de tous les continents. Dans l'espace de quelques mètres à peine, on peut voir s'arrondir les courbes régulières de petites anses, s'élever des cordons littoraux, se former des lagunes intérieures, s'éroder des falaises de coquillages et de fucus. Tout sur notre globe serait la mort et le silence éternel sans l'atmosphère, enveloppe extérieure de la planète. Cette masse gazeuse, transparente, invisible parfois, et qui semble à peine faire partie de la Terre, en est cependant le principal élément, car il en est le plus mobile. Et c'est en lui surtout que circule la vie. Nous reposons sur le sol, mais c'est de l'air et dans l'air que nous vivons, hommes, animaux et plantes. S'envoler comme les oiseaux, tous les êtres qui marchent, rampent ou fixent leurs racines dans la terre végétale n'en sont pas moins des fils de l'atmosphère. Dans le cas du paysage filmé, ce double mouvement de connotation-affectation est désormais régi, médiatisé par le langage cinématographique. L'espace que trace le cadre est parcouru et expérimenté par le regard du spectateur qui dessine un itinéraire affecté. C'est mon regard de spectateur, épousant ou non ceux des personnages, qui va, sur la base des propositions filmiques, lire la mélancolie, la solitude, la quiétude, la douceur ou la violence qui sourde du paysage. Plus précisément, de l'espace représenté, je sélectionne les traits susceptibles de produire ces significations-là. Ce sont essentiellement les figures poétiques mises en œuvre par le cinéaste qui vont libérer les potentialités connotatives du paysage. L'imaginaire du spectateur va donc se conjuguer poétiquement avec le paysage pour le transformer en un objet de révélation du monde et de l'histoire des hommes.
Dimanche 22 octobre 1933. Une femme attablée écrit une lettre. J'y jette de temps en temps un coup d'œil. Son écriture est plutôt malhabile. La voilà bientôt traçant le nom du destinataire. Monsieur Réveil. Et sur ce, j'ouvre les yeux par cette belle journée d'automne. Ma belle-sœur était montée au premier étage faire sécher les futons. Je suis allé avec Mohara, Atsuta et Hara au Enrakuen de Yokohama. Toku est venu à la maison.